aller au col du Chasseur, tu sais, à droite du BL traversé quand tu regardes par Dieu. Et là, tu vas trouver un peu de neige, il y a encore des traces à faire. Ouais, moi déjà, trouver de la neige, c'est bien, tu vois, les traces à faire, c'est vraiment plus que la cerise sur le gâteau, là. Ok. Et si d'aventure, tu veux venir manger avec nous ce soir à la Case Désert, tu es le bienvenu. Voilà. Ok, ça marche. Pour parler tourisme, on fait un bout de documentaire. Moi, je suis là, il n'y a pas de souci, je passe ce soir. Eh bah ouais, passe bien, viens manger, super. Super, Ouais. génial. Bah du coup, sûrement à ce soir. Ouais, bonne journée. Ouais, ciao. C'est génial, les kérassins ils fonctionnent comme ça, tu les prends au pied levé, ils sont ok. Mais tu les appelles 3 mois à l'avance, ça marche pas. La neige nous fait faire beaucoup de choses et tu vois, elle nous fait venir jusque dans le Kéra, mais on va pas la trouver. Et non, ça va pas être facile. Je pense que ça va être le grand sujet de la semaine, d'essayer de trouver de la neige. Et j'ai l'impression que le groupe s'est fait à l'idée qu'on va pas en avoir. Donc je me dis que si on en a un peu, ça sera du bonus et la cerise sur le gâteau. Et on vient pas chercher que la neige. Et c'est aussi l'objet de la transition de tourisme, c'est pas venir chercher que de la neige. Donc on est en plein dedans. On est dans le thème. Je m'appelle Yann. Je suis guide de haute montagne et doctorant en géographie. L'idée d'organiser un raid anthropologique m'est venue avec l'envie de proposer une expérience originale à mes clients. En effet, s'il est classique de traverser le Kara en ski de rando, il est en revanche moins habituel de provoquer chaque jour des rencontres avec ses habitants pour discuter de leur art de vivre, de leurs doutes ou de leurs rêves. Le projet s'est concrétisé par la rencontre avec Michael, lui aussi chercheur en sciences sociales et arpenteur assidu du Kéra. Ce raid anthropologique, il explore les liens entre l'agriculture et le tourisme. C'est pour ce voyage en itinérance à ski que nous sommes partis avec Francis, Clarisse, Jérôme, Maxime et Anthony. On est versant nord, donc ouais, là on a une belle petite couche de neige et elle va pas être bonne, mais elle est là et elle pourra nous permettre de skier. Et là en face par contre, c'est versant sud et c'est globalement les versants qu'on va fréquenter les 2 prochains jours. Et là on voit qu'il n'y a rien. Je pense que ça va faire quand même une belle aventure malgré le manque de neige. Je suis pas inquiet. Ça passe pas? Là ça a l'air de faire. Ça va être très doux. On arrive chez Alain. Alain, donc l'ancien maire d'Arvieux et puis un ancien agriculteur que j'ai déjà rencontré plusieurs fois pour ma thèse, très sympa, avec une belle vision du territoire. Je vais voir s'il est là. Il a vu la petite bouteille qu'il avait travaillé pour nous, donc on va en train de faire une retard.
Moi, je trouve qu'il a fait quand même un truc tout compris. Bon, il n'y en a pas encore un bas dehors, non? Non. Non. Ben, moi, justement, je suis un ancien agriculteur du pays, là. C'était l'ancienne ferme, ça. Et après, on avait construit en 78, là, avec mon frère, là-bas, de l'autre côté de la route. Il y a toujours la ferme, mais elle a été vendue à des jeunes agriculteurs. Ah ouais. Donc l'agriculture, quand on s'est installé en 71, il y avait à peu près 70 agriculteurs dans la commune. Maintenant, il y en a 40 dans tout le Kéra. De toute façon, en 70-71, c'était s'installer jeunes agriculteurs, c'était nouveau, quoi, si on peut dire. C'était plutôt, avant, c'était l'inverse, c'était des gens qui partaient, quoi. Ouais. Même dans le tourisme, d'ailleurs. D'ailleurs, le tourisme s'est aussi bien développé, notamment l'hiver, à partir de 70. Ici à Arbieu, la station là, dans le Kéra. Nous, à l'époque, on vendait encore le lait à une coopérative. C'est la tradition qu'il y a. Avant, c'était des fromageries. Mais en 1920, il y a Nestlé qui s'est installé, qui a un Gap, qui a fait une usine de lait concentré. Et du coup, il a ramassé tout le lait de quasiment toutes leurs Alpes. Ah ouais, c'était nouveau. Et il a démoli le système des fromageries. Ah oui. Parce que les fromageries, il n'y avait pas de tourisme à l'époque, donc le fromage était vendu par des gars qui ramassaient, qui le portaient à Grenoble, Lyon, tout ça. Et c'était pas valorisé, si on peut dire, par rapport au boulot. Ça, c'est le Kéra en 2100, avec la mer. Ouais. Et l'alpage de Furfand. Ah, c'est l'alpage. Merci Alain. Allez, ciao. À bientôt. Allez, merci beaucoup. Et je te fais signe quand je repasse dans le Kéra. Ouais, c'est en fait c'est Lionel qui vient monter avec nous. Ouais. Là, je pense qu'on va discuter un peu avec Christian. Ouais. Et puis après, quand il doit y aller. Après, je me retire, moi. Non, parce que là, ça fait déjà un moment qu'il nous attend. Oh non, c'est pas. Ouais, la santé. La santé, oui, oui. Et à nos santé, accessoirement. J'ai bientôt 70 ans, donc ça fait déjà longtemps que je vis dans le pays. Et effectivement, moi, mes parents étaient des petits agriculteurs de montagne. Hein. Ouais. On avait quelques dizaines de moutons, 7-8 vaches, un cheval avant que le tracteur n'arrive. Et l'activité, l'économie, elle était essentiellement vivrière. On partageait des pièces. Quand on était une famille nombreuse, le ciel m'a doté de 5 sœurs. On a eu une chambre chacun au moment où les derniers enfants partaient. Quoi. Pour bien comprendre comment est le Kéra aujourd'hui et comment sera le Kéra demain, de voir comment le Kéra était hier et comment finalement il s'est mis sur les rails du tourisme, et notamment avec la période de Philippe Lamour qui est vraiment un personnage qui a plus que marqué le Kéra, qui lui a fait changer de direction. Considérant qu'il y avait effectivement d'abord des sentiers de randonnée qui étaient susceptibles de créer ou d'attirer une fréquentation estivale, il a réfléchi un petit peu et il a décidé aussi de doter chaque commune d'un petit réseau minimum de remontées mécaniques. Mais à ceci près que très vite, si on faisait des remontées mécaniques, il fallait des gens pour les fréquenter, donc il fallait faire de l'hébergement. Et là, c'est l'idée de génie, mais ça, il dit lui-même avoir eu cette idée-là avec Tanguy Prigent, qui était ministre de l'Agriculture à la Libération. Et là a été créée la Sicasport du Kéra pour construire les remontées mécaniques. C'était une Sicasport qui les a construites et exploitées pendant un certain nombre d'années. Mais ce qui était intéressant, c'est que du coup, c'est un outil dévoué au monde agricole qui a été utilisé pour développer le tourisme. Ouais, je me souviens, l'ancien agriculteur qui faisait les vaches à Seillac, oui. Quand nous on l'avait rencontré, il nous expliquait qu'une grande partie de sa production de fromage, il la vendait au tourisme. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être la fréquentation touristique qui va sauver l'agriculture si elle sait s'adapter. Et est-ce que tu as d'autres exemples comme ça que tu pourrais nous donner de liens d'intrication tourisme-agriculture ? Je pense que la viande peut avoir aussi cette destination-là, parce que, j'allais dire, les 2000 habitants du Kéra, ils sont là toute l'année, mais pendant 5 mois par an, c'est autour de 20 000 quand même que ça se passe. Hein? Les Oraïdan. Donc c'est un plat typique, on va dire, des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes, pardon. Donc chez nous, on les fait à base de crêpes et d'épinards. Donc on appelle Oraïdan parce qu'à la base, l'épinard sauvage a la forme de... Voilà. Ah, je dis c'est de la viande... Non. Des Oraïdan, quoi, tu vois. Bref. Moi, je prends tout pour un grand potin, si tu veux.
prépare à partir cette fois pour 4 jours. Bon, hier, c'était l'échauffe, on venait plus ou moins pas loin de la voiture, donc on pouvait partir léger. Mais là, on y va pour de vrai, quoi, faire l'itinérance. C'est près de Fauche, ces zones plates en fond de vallée, c'est 3% de la superficie du parc. Et c'est là où se concentrent les enjeux agricoles, biodiversité, urbanistiques et économiques. Agricoles, donc ce sont des zones qui sont privées, à la différence des zones situées en altitude, en alpage, qui généralement sont communales. Ces zones-là sont privées, quoi. Et avec le jeu des successions, on se retrouve avec des toutes petites parcelles et beaucoup de propriétaires. Donc 2500 habitants dans le Queyras pour plus de 10 000 propriétaires. Donc un agriculteur, un éleveur, qui a besoin de terre, c'est son outil de travail, avec une vision à long terme. Il doit s'adresser à une foule de propriétaires qui, avec le jeu de la spéculation foncière, sont pas forcément enclins à donner à long terme, attribuer à long terme une terre agricole, parce qu'ils espèrent toujours, dans l'imaginaire, que cette terre devienne un petit peu constructible. Et comment du coup justement on fait pour arbitrer ces enjeux antagonistes là que tu viens de nous pointer? Comment sur ce territoire-là, même ici, quel outil vous avez à disposition pour tenter de, je sais pas, les concilier, les arbitrer, les trancher? Comment ça se déroule un peu? C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des associations de propriétaires privés, publics. Les propriétaires restent propriétaires, mais c'est l'association foncière qui gère l'usage des terres. Mais ces outils sont très difficiles à mobiliser parce que clairement impopulaires. On a l'impression qu'on a atteint à la propriété privée, quoi. Quand vous mettez une zone agricole protégée sur des prés de Fauche, situés à proximité des villages, enfin, l'exemple d'Abriès, l'élu qui a monté le projet, doublé avec la création d'une association foncière pastorale, ça a été très difficile, quoi, hein. Menaces de mort, pneus crevés, contentieux à répétition, une grosse pression, quoi. Et maintenant, l'association foncière pastorale est passée. Elle a fait ses preuves, quoi. Les propriétaires voient l'intérêt de cet outil. Parce qu'ils voulaient... En fait, on voit un espèce de choc entre le tourisme d'un côté, des propriétaires qui se disent qu'ils peuvent garder la maîtrise du foncier pour pouvoir peut-être le valoriser sur le plan touristique, parce que c'est les résidences secondaires, c'est pour développer le tourisme. Et de l'autre côté, l'agriculture. Est-ce que finalement, le tourisme agriculture, il y a un espèce d'achoppement, ou est-ce que c'est complémentaire ici dans le Queyras? Les deux, je dirais, hein. C'est complémentaire parce que c'est un marché, c'est une source de revenus là, pour les productions du coin. La plupart des agriculteurs, une bonne majorité sont plus réactifs aussi, hein, travaillent en station, travaillent dans le tourisme, ainsi de suite, donc ils ont intérêt. Mais ça peut être antagoniste justement sur les problématiques foncières. Jérôme a voté pour le Mélézin. Et alors, on part sur le Mélézin. On part sur le Mélézin. Ça fait Queyrassien en plus comme balade. Moi j'avais beaucoup d'incertitudes en partant et j'étais vraiment pas sûr de moi, hein. J'étais un petit peu stressé quand même. Et là je suis content, ça fait 2e jour, mais je suis quand même content de ce qu'on arrive à vivre, de ce qu'on partage avec les gens du groupe et avec les gens qu'on rencontre. Ouais non c'est chouette, c'est trop chouette. Neige, non, ça Tu vas les voir. Non, les vaches, je les vois dans les champs, mais je les ai jamais vues à l'intérieur. Et oui. Là, il y en a qui sont en vacances. Et là on est avec Chantal Humbert qui est gérante d'un agritourismo ici à Souliers. Donc accueil touristique en haut et puis ici une exploitation agricole. On a quelques vaches à l'intérieur l'hiver et sinon on fait ce qu'on appelle la transhumance inverse. On a une quinzaine de vaches en pâture vers Gap. Et en parallèle de ça, vous avez aussi des chambres d'hôtes, chambres et tableaux d'hôtes. Ils peuvent travailler entre 10 et 15. C'est quoi alors l'agritourisme? L'agritourisme, c'est accueil et accueil, donc tourisme
et agriculture. Et au niveau, on est avant tout agriculteur et on fait en complément tourisme. Sauf qu'on est deux, ben, on s'est spécialisé. Et vous, depuis 85, vous avez fait l'agritourisme? Oui. Directement, oui. tout de suite. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a porté à faire ça? À faire ça au début Ben parce qu'en fait, moi, il fallait que je bosse, quoi, en plus de... Alors, donc, on a transformé... François, il était en train de construire la maison. Ouais. On l'a transformé pour faire des chambres. Oh là là, vas-y. Allez, hop. Voilà. Ça va être gratuit. Il envoie le pied. Hein. Et c'est bien d'avoir une structure comme ça, parce que si Covid, si pas de neige, si... Oui, c'est en fonction d'eux. Ouais. Vous n'avez pas des salariés, une masse salariée qui fait que... Non, voilà, j'ai pas de salariés à plein temps. Ouais. Mais ça implique de tout faire vous-même, quoi. Oui. Aussi... Je fais le pain, je fais les faisselles, les yaourts. François aussi, il fait la charcuterie. Il s'occupe de la viande, de la charcuterie. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que c'est moi qui suis au fourneau. Il vaut mieux, hein. Nos premières rencontres ont été décisives pour imaginer les liens forts qui peuvent se nouer entre le tourisme et l'agriculture dans le Queyras. Malgré des tensions entre ces deux activités économiques, des compromis se dessinent et ouvrent le champ des possibles. Et si, en définitive, l'agriculture devenait une clé pour esquisser la transition du territoire? Cette vision se compose par des projets bricolés, des expériences et une part indéniable d'improvisation. Certes, pas toujours facile à mettre en œuvre, mais porteuse d'un autre imaginaire pour le Queyras. Pour cela, il faut aussi réfléchir à la place du tourisme dans le territoire, et c'est justement le programme des jours à venir. Qu'est-ce que tu disais? Je disais qu'il va falloir que vous soyez solide parce qu'il y a du vent. Genre plus que le premier jour? Bah je sais pas, mais on est en bas là, donc... Ouais, c'est ça. Ouais, ça veut dire que ça ronfle. Hein. Ils annoncent tempête ou... Ouais, je sais pas, ils disaient une centaine de kilomètres/heure. Des rafales à 5 km/h, y compris dans le fond de vallée. Ouais. Donc c'est pas hyper propice pour faire du ski de rando normalement. Mais bon, on va voir. On a un super guide avec nous alors. Il faut qu'il y ait une du vent. Bah bien sûr, sinon c'est du café en plus. À côté de la musique. Il y a des trucs qui Merci. Il y a des 0,4. Bon. Après eux, aujourd'hui, on chose pas tout de suite. Hein. Ah non, on risque de pas mal porter même. Donc du coup, on met direct les skis sur le sac. On va même mettre les chaussures aujourd'hui, donc on va monter en basket pour être un petit peu plus efficace. L'idée, ça va être d'essayer de trouver de la neige, pas trop loin et surtout pas de la glace. Parce que si on tombe sur de la glace, qui est possible hein, sur les chemins, ça risque d'être un peu galère, mais ça mettra encore un peu d'aventure, un peu de piment. Fiabilité disons moyenne. Mais quasi continue pour la montée. Et ça correspond évidemment pas trop, tu vois, à quoi je m'attendais, quoi, clairement. Jusqu'au bout. Je serai là. T'as pas l'impression d'aller trop vite, toi? Ça commence à chauffer, hein? Voilà. Regarde. Fais gaffe, Sissif, il a recommencé à monter la montagne toute sa vie. Hein. Et on a fait, en faisant tout le tour, là, on a fait une chouette bambée au final. Bon, on va arriver un peu tard à Aiguille parce qu'il faut quand même voir qu'on n'est encore pas arrivé là-bas parce qu'on redescend dans le fond de la vallée là. Il n'y a plus trop de neige. Donc on en a bien encore pour une petite heure là. Non mais il y a Marie qui vient manger. Alors vous êtes combien pour manger? Parce que du coup je
sont vachement utiles. Mais même en haut, vous étiez. Donc c'est accueil grand luxe là. Ah bah là, moi j'ai jamais vu ça. Hein. Jean-Pierre Lavigne du Pontivore et Marie Constançon qui sont là. Saint-Jean des 9. D'accord. On n'est pas Vous êtes hyper. parti à quelle heure? On est parti à 7h30, ouais. Tu vois, 17h30. 10h. Beaucoup arrêté. On a fait 10 heures, ouais. Bah, plus quasi, ouais, plus de 10h. On dînera à 7h15 en fait. Merci. Super. Est-ce qu'aujourd'hui encore dans le Cara, c'est une nécessité de communiquer pour attirer de nouveaux touristes sur le territoire? Et je pose cette question-là d'autant plus que par exemple, il y a des parcs, alors plutôt nationaux dans les Calanques, où maintenant ils communiquent pour que les gens ne viennent plus chez eux parce qu'ils ont trop de touristes. Et je me demande si c'est des questions, des réflexions que vous avez eues, qui sont en cours, que tu as peut-être toi, ici aujourd'hui dans le Cara, justement sur cet équilibre entre habitants à l'année, touristes. C'est la question que je veux ouvrir depuis que je suis arrivée. Et ça y est, on l'ouvre là. Ah ouais. Ah. C'est quoi là, on a beaucoup parlé de surfréquentation ces 2 dernières années. Je sais pas, moi, ce que c'est la surfréquentation. Vous m'expliquez. C'est quoi la surfréquentation? Je dis pas qu'il y en a pas, je dis pas que c'est pas un sujet, justement. Mais je pense qu'il y a une première étape qui est de se dire... en fait, pour s'aligner, il faut à un moment donné qu'on a un référentiel commun. Et ce référentiel, on l'a pas. Parce que la régie des remontées mécaniques me dit actuellement, il n'y a pas assez de promotion. Le territoire, il n'est pas assez reconnu l'hiver et on est sur des équilibres économiques qui sont très, 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 très fragiles pour la régie. La régie, derrière, c'est 150 emplois. C'est davantage si on rajoute les moniteurs de ski, davantage si on rajoute les loueurs de matériel. Faut pas se leurrer, derrière, c'est les hébergeurs qui n'auront pas non plus le même taux de remplissage. Voilà. Par contre, là où je suis pas du tout d'accord, et le discours a changé, c'est que c'est pas parce que le ski alpin a ce poids-là qu'il faut tout miser sur le ski alpin. Et ce qui fait d'ailleurs l'intérêt et l'attractivité des domaines alpins dans le Cara, c'est parce que je peux faire du ski de rando, je peux faire de la raquette, t'es pas dans une usine à ski, tu vas être accueilli dans un village. Et si tu ne parles que du ski alpin, mais que tu viens pas raconter tout ça, la personne, en fait, elle va tigne, parce que toutes les autres économies, elles dépendent clairement du tourisme. Hein. On fermerait les stations de ski l'hiver, en ce moment, où toutes les activités annexes qui sont liées à la neige, ou l'été, on peut tous nager. Hein. Voilà. Même qu'on vive de l'artisanat ou du bâtiment. Partage là-dedans, faisons le On partage, ça veut dire que... Là, c'est nous, on vient ici dormir, on peut venir cuisiner dans ta cuisine avec toi. Ça veut dire que quand tu viens dormir ici, tu peux aussi te dire je vais cuisiner. Que quand tu n'as pas une activité, tu rebondis sur autre chose. Quand on dit terrain de jeu, c'est ça. Oui, mais ils viennent pas que pour les activités du coup, parce qu'il y en a plein d'autres que le Kira. Ils viennent pour goûter à des activités. Mais ils viennent pas que pour ça, si. Ils viennent pas que pour ça. Ils viennent pour une respiration en fait. Une respiration quand tu peux la faire avec un jeu, avec du jeu, c'est hyper agréable. Tu vois, tu viens dans le Kera en te disant tu viens faire du ski alpin, ok. Mais si tu n'as pas du ski alpin, c'est vraiment pas grave. Tu peux faire autre chose. Et si tu n'as pas de la cascade parce que tu as envie de faire de la cascade, c'est vraiment pas grave non plus. Parce que ça veut dire que tu as de la neige, parce que ça veut dire que là, si tu n'as pas de ski alpin, tu fais du vélo. Si vraiment il n'y a pas de neige. Et si tu laisses parler les gens du pays, il y a un vrai accueil kérassien. Alors comment tu le résumerais en 3-4 mots, l'accueil kérassien? L'accueil kérassien? Ouais. Moi, je dis que c'est... Les Kérassins, ils aiment bien quand le touriste prend ses responsabilités, en fait. Tu vois, parce que quand tu vis ici, tu es sur un endroit où tu es obligé toujours à la fois, tu comptes sur l'autre. Il y a de la solidarité et il y a de la prise de responsabilité, pour moi. Il faut que tu sois responsable sur un territoire comme ici. Tu peux pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Tu es obligé de regarder autour de toi. Et c'est ce que demandent les gens du pays. Que le touriste, quand il vient là, il regarde comme eux ce qui se passe autour, quoi, hein, pour pas détruire, pour respecter, pour être émerveillé et pour se dire tu partages. On y va? Ouais, je me fais. Peut-être le moment d'y aller quand même, les enfants. Hein. Ah ouais, puis on a hérité d'un chien. Happy. Ah. Et là. On a hérité de quoi? Ouais, on a hérité d'un chien pour la journée là. Wow. Ouais, un petit chien qui a plein d'énergie, qui en avait trop et... Il va nous accompagner? Et il paraît qu'il faut le crever, donc peut-être qu'on fera un petit peu plus que prévu, parce qu'il faut qu'on épuise le chien. Je sens qu'on va se régaler. Tu penses? Bah, quand tu vois la pente qu'on est censé emprunter et la qualité de neige. Ouais, on remonte la piste là, et après elle rebascule à droite.
Et là, du coup, on a lancé une gare de télésiège de l'ex-station Aiguille 2000 qui montait là dans la forêt, dans la trouée. Et en fait, ils sont fermés en 2007 et ça a été vraiment un traumatisme pour le village. Elle nous l'a redit notre hôte hier soir que 2007, ça a été vraiment une année charnière pour Aiguille. Et en fait, à cette époque-là, il y a eu plein d'idées pour se dire qu'est-ce qu'on fait de notre village. À la fois, c'était hyper traumatique, ils ont eu plein d'idées, et notamment de faire une salle d'escalade dans cette gare de départ. Et puis, ils ont fait un parcours de balisé de ski de rando qui était le premier en France, donc hyper novateur. Maintenant, il y en a dans toutes les stations. C'était un guide local qui avait monté ça. Ça a marché quelques années, et puis après, ça a périclité par manque de relais politique, comme beaucoup d'initiatives dans le Kera qui manquent de relais politique pour vraiment prendre de l'ampleur. Le télésiège a été démonté là. Est-ce que là, nous, sur la rando qu'on va faire, on va croiser encore des installations ou il n'y a plus rien et ça a été rendu à l'état, entre guillemets, dit sauvage Wilderness. Wilderness. Donc le télésiège a été démonté en 2007 et par contre, ils l'ont démonté pour être sûr que personne n'ait l'idée de réouvrir la station. Par contre, là-haut, ils n'ont pas démonté les anciens téléskis, donc on verra des restes de Aiguille 2000. Voilà. Hop, 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 hop. C'était comment cette petite rando, Happy? T'as galéré ou pas, toi? Oh, regarde, elle est en pleine forme. Génial, c'est régalé. Ah, Happy, reviens vers nous quand même. Reviens par là. Happy. Bon alors où est-ce qu'on va là? Et du coup là on va à mairie d'Abriès rencontrer le maire d'Abriès, nouvellement élu, Nicolas Crinchamp, qui est accompagnateur. Allez. Et pour qu'on se rende compte, sur fréquentation, ça correspond à quoi l'hiver dernier? Parce qu'on l'a entendu plein de fois, sans qu'on puisse, pour que ça soit un peu palpable, c'est quoi? C'est 1000 randonneurs, c'est 200 skieurs de rando? On ne peut pas chiffrer, c'est ça la différence. Mais en tout cas, en termes de tendance, comment par rapport aux autres années, par rapport à il y a 3 ans par exemple? Plein de débutants à ski de rando qui étaient peut-être des bons skieurs, même hors piste et tout ça, mais qui n'avaient pas la connaissance du manteau neigeux, du dérangement à la faune, qui se sont dit les pistes sont fermées, on va louer. Il n'y avait plus une seule paire de raquettes et une seule paire de ski de rando quand même dans tous les cas. C'était de la folie comme partout, quoi. Donc du coup, on avait cette diffusion de gens partout. La faune, là, elle a souffert. Hein. On peut finir par déranger tellement les animaux qu'on les tue, quoi. Et on va les faire disparaître. On a une part de responsabilité quand même pour maintenir la biodiversité. Tout est compliqué en fait. Il faudrait trouver un équilibre territorial, mais au-delà de ça, mon objectif à terme, final et absolu, c'est de baisser la pression touristique sur l'ensemble du parc du Kera et avoir plus d'habitants permanents et développer le maraîchage, l'artisanat, pour fixer aussi une population à l'année. Donc une économie plutôt résidentielle, de gens qui vivent et consomment sur le territoire. Oui, mais sans arrêter la résidence secondaire et le tourisme, il ne faut pas rêver, hein, c'est un travail de longue haleine, et puis on a besoin du tourisme pour vivre, mais trouver une sorte d'équilibre comme ça. C'est quelque chose qui peut se faire que petit à petit. Dernier jour. Ça s'est bien passé? Jusqu'à présent, on est pas mal. Toujours à pied. Ça fait partie du jeu. Une immersion sauvage, des rencontres riches et parfois insolites, une neige qui a souvent joué avec nos cuisses et évidemment de nouveaux récits pour engager une transition du territoire. Voici en de trop courtes paroles les souvenirs que nous gardons de ce raid anthropologique. Pour Michael comme pour moi, la transition est au cœur de nos travaux de recherche. Elle peut se résumer par cette question. Comment continuer à habiter la montagne au temps du changement climatique? Cette question, malheureusement, n'a pas de réponse clé en main. Sortir du mythe de la station qui sauve la montagne implique des choix politiques forts. Cela nécessite de faire un pas de côté, de prendre la mesure de ce qui existe déjà dans les territoires, ce qui est peu visible, ce qui se compose petit à petit, de façon improvisée.
Construire collectivement un autre modèle socio-économique, ça se discute et ça se débat. Les territoires sont pluriels, les solutions le sont aussi, ici dans le Queyras comme dans l'ensemble des Alpes. Qu'est-ce qu'on fout là, Yann? Écoute, on se fait prendre en stop et on est dans le coffre d'une bagnole parce qu'on doit aller chercher, la nôtre qui est à l'autre bout du Queyras. Mais vraiment, je pensais pas. C'était pas prévu ça. C'était pas prévu du tout. C'est l'aventure jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu retiens alors s'il y a un truc à retenir? Je retiens que même avec pas beaucoup de neige, on peut passer une super semaine. Le sens de l'accueil vrai de tous ces hébergeurs et des Queyrassiens en général. Faut toujours aller au bout. Jamais lâcher. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu le Viso. Je connaissais pas le Viso si j'étais pas allé au bout de l'aventure. J'ai failli lâcher. Et j'ai eu un spectacle incroyable. Donc il faut toujours croire en soi, je crois. Et aux copains qui soutiennent. C'est ma première itinérance, première fois que je fais appel au service d'un guide. Et ouais, c'était cool, le côté aventure et rencontre. On a eu plusieurs points de vue sur le Queyras et ce que sera peut-être le Queyras à l'avenir. Il faudra venir voir dans 10 ans si ça se vérifie. Et on n'a sans doute pas fini de parler de la transition et de la montagne. La montagne, c'est sûr. C'est sûr.